Bonjour. Attends, c'est bon, tu peux. Alors bonjour à tous. Donc on va attendre encore quelques minutes, peut-être 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Encore une petite minute. Et voilà, il est 11h05, donc nous pouvons démarrer ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie d'animer cette session sur la CSRD et comment capitaliser sur les référentiels RSE existants. Donc, tout en sachant qu'on fera un zoom particulier sur la notation EcoVadis avec un retour d'expérience concret. Donc, je remercie toutes les intervenantes. Donc, une tribune exclusivement féminine ce matin. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager donc le fil conducteur de ce webinaire. Donc, pour ce matin, donc jusqu'à midi environ, nous allons parler essentiellement donc de la CSRD, donc un sujet plus que d'actualité et des référentiels RSE existants, et vous partager le retour d'expérience d'une grande entreprise, le groupe Sonepar. Donc voilà, c'est parti. Alors en introduction, je souhaitais rapidement me présenter Entreprise Engagée. Donc Entreprise Engagée, c'est un cabinet de conseil RSE. Nous accompagnons les entreprises françaises dans leur démarche RSE. Nous sommes société à mission depuis 2021. Notre raison d'être, c'est d'inspirer les entreprises à s'engager et à produire davantage d'impact positif sur la société. Nous avons donc plusieurs domaines d'expertise, et en particulier la mise en conformité CSRD, l'évaluation EcoVadis et plus largement la stratégie RSE, donc pour permettre aux entreprises de se doter d'une véritable feuille de route sur le sujet. Et nous sommes référencés partenaires EcoVadis et également BPI France, avec lequel nous avons le plaisir d'animer ce webinaire. Donc sans plus attendre, je te passe la parole, Stéphanie, pour présenter BPI France. Merci beaucoup, Fatima.
Je m'appelle Stéphanie Hamon, je suis responsable développement durable et RSE chez BPI France. Donc pour vous présenter en une minute ce que nous faisons, donc on est surtout connu pour le financement et la garantie, mais on intervient également en innovation, en investissement à l'international. Les dernières années, depuis quelques années, c'est l'accompagnement. Donc on intervient parce qu'on est la banque du climat, mais pas que. On intervient aussi sur toutes les thématiques qui peuvent intéresser les entreprises, que ce soit les aspects commerciaux et autres, à travers des diag ou des accélérateurs. Donc, au total, c'est plus 63 milliards d'euros injectés dans l'économie en 2023. On aura des tendances similaires sur 2024. Donc voilà, c'est nos offres et nos solutions. Et aujourd'hui, effectivement, je suis vraiment ravie qu'on ait co-organisé ce webinaire parce que on voit que la CSRD suscite de très nombreuses questions pour les entreprises, qu'elles y soient d'ailleurs assujetties ou pas, parce que ça implique une charge de travail importante pour elles, pour ces sociétés de s'y mettre. Et c'est vrai qu'on a pas mal de questions aussi, comment on fait, comment on entreprend les choses, etc. Et il existe de nombreuses évaluations, engagements, reporting, certifications, donc tous ces référentiels que font ou pas les entreprises. Et on a également de nombreuses questions sur comment capitaliser sur ces référentiels, et notamment, comme tu le disais à l'instant, Fatima, sur cette notation EcoVadis. Et c'est vrai que on avait déjà organisé d'autres webinaires, mais compte tenu des questions qui nous avaient été posées, on avait envie d'organiser ce webinaire aujourd'hui pour répondre aux nombreuses questions qu'on avait eues sur cette thématique. N'hésitez pas à poser vos questions et à utiliser en fait le module questions qui se trouve juste à côté du petit icône chat. On va essayer d'y répondre tout au long de ce webinaire, mais aussi on a prévu du temps en fin de webinaire pour pouvoir y répondre. On ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions, mais on essaiera dans la mesure du possible d'en prendre un maximum. Alors, pour poursuivre sur ce webinaire, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait quelques questions à vous poser pour faire connaissance avec vous, mais aussi pour savoir où vous en êtes sur ce sujet, soit de la CSRD, mais aussi sur les différents référentiels à disposition des entreprises. Et donc là, on va lancer la première question. Je te laisse, Stéphanie, peut-être expliquer comment ça fonctionne. Alors, on va lancer le sondage. Normalement, il devrait apparaître. Et puis, il suffira d'y répondre. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à le lancer. Alors, si, ça y est. Donc, il va apparaître et il suffit de répondre à la question. Alors là, Fatima, normalement, tu dois pouvoir le voir. Moi, mon ordinateur est complètement bloqué. Donc... Alors, les premiers résultats donc, de ce petit sondage pour faire connaissance avec vous et savoir qui vous êtes. Donc, 28% d'indépendants ou de cabinets de conseil, 25% travaillent pour une PME, 22% pour une grande entreprise. Alors, 14% autres. Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut avoir dans cette catégorie parce que vous êtes quand même assez nombreux. Et 4% auditeurs de durabilité, 4% étudiants et 3% travaillent pour une micro-entreprise. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir répondu à ce petit sondage. Et question suivante, donc, qui concerne les référentiels. Alors, je ne peux absolument pas y avoir accès. Alors, attendez. Je pense qu'il faut que je relance. Je reviens immédiatement. Ok. Bon, on va poursuivre peut-être.
Je suis désolée, ça ne fonctionne plus du tout. Ok, bon. On posera la question un tout petit peu plus tard, c'est pas grave, soyons agiles. Donc, on va poursuivre notre présentation et sans plus attendre, je vais passer la parole à Marie-Hélène, qui est donc responsable du pôle CSRD chez Entreprises Engagées et qui est à m'écouter pour aller un peu plus loin sur le sujet de la CSRD. Je te laisse prendre la main, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Fatima. Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, un petit aperçu de ce qu'est la CSRD, petit rappel. Donc, l'objectif de la CSRD, c'est de porter l'ambition européenne d'une économie durable, c'est-à-dire qu'elle a été conçue pour répondre aux objectifs de l'Union européenne sur l'environnement, sur le climat, et sur la transition durable de manière plus générale. Elle a aussi été conçue dans l'idée qu'elle servirait à flécher les investissements aussi en offrant un système de reporting plus transparent, à flécher les investissements donc vers des activités durables. Donc plus généralement, la CSRD a pour ambition d'être véritablement un outil de pilotage de la durabilité en entreprise. Donc vraiment ne pas la percevoir comme tout simplement du reporting ou de la compliance. Il faut vraiment la percevoir comme un outil qui vous permettra de diriger et de piloter la stratégie de durabilité d'une entreprise. Comparé à la DPEF qu'il y avait précédemment, la CSRD apporte beaucoup plus de transparence dans le reporting. Elle apporte beaucoup plus de précision aussi dans le type d'information qui est attendue. Et aussi, elle a pour objectif d'harmoniser les déclarations de performance, c'est-à-dire qu'on puisse comparer sur un indicateur donné, par exemple, 2 entreprises, toujours dans l'idée de pouvoir évaluer les différentes entreprises et à terme pouvoir flécher les investissements vers les entreprises qui montrent un modèle durable. Donc, quelles sont les informations attendues dans les ESRS ? Donc, avant tout, il y a les ESRS 2 qui représentent les exigences générales d'une entreprise, qui est la seule norme qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Dans cette norme-là, vous avez les sujets de gouvernance, vous avez les sujets d'engagement de parties prenantes et vous avez la méthodologie d'identification des impacts, risques et des opportunités. Donc, toute la description de la méthodologie de double matérialité que vous devez avoir mise en place. En dessous de cela, vous avez ensuite une certaine série de normes thématiques, donc sur l'environnement, donc c'est la petite case verte en bas, donc vous avez les sujets de climat, pollution, eau, etc. Vous avez 4 normes sur le social, donc sur les effectifs propres, la chaîne de valeur, les communautés affectées, et puis le consommateur, l'utilisateur final. Vous avez une norme sur la gouvernance, qui est sur la conduite responsable des affaires. Et puis, j'ajoute toujours, parce qu'on a tendance à les oublier, qu'une entreprise a toujours l'obligation aussi de reporter sur des enjeux qui sont spécifiques à son activité ou à son secteur. Et ça, c'est en attendant que les normes ESRS sectorielles soient publiées. Une entreprise a l'obligation d'identifier tout autre enjeu qui ne figurerait pas dans les ESRS transverses. Sur ces normes thématiques, une entreprise doit publier des informations sur sa gouvernance qui est spécifique à ses enjeux. Elle doit publier des informations sur sa stratégie et sur quelles mesures elle met en œuvre pour atténuer ses impacts, ses risques et comme des politiques, par exemple, des actions. Et aussi quels objectifs elle met en œuvre et quels indicateurs de suivi de la performance. Et cette structure-là, elle est appliquée sur tout l'ensemble des normes thématiques. Je stresse un peu là-dessus parce que vous allez voir que cette structure-là, après, elle est reprise dans d'autres référentiels aussi de reporting. Donc, aujourd'hui, vous le savez, il y a beaucoup de référentiels qui existent. Le reporting de durabilité existe en tout cas facilement depuis l'année 2000, avec les différents référentiels qui ont pu voir le jour. Et c'est vrai que depuis, il y a différents types de normes que les entreprises peuvent utiliser pour cadrer et structurer leur reporting de durabilité. C'est vrai que ça peut paraître... il y a beaucoup de normes et c'est difficile de savoir s'y retrouver et de savoir surtout comment créer du sens à travers toutes ces normes-là pour avoir une stratégie, pour construire sa stratégie de durabilité.
Alors avant de tout clarifier, je pense c'est important de bien structurer tous ces différents référentiels qui peuvent exister. On a avant tout ce qu'on appelle les principes directeurs. Donc les principes directeurs, ce sont des cadres qui sont plutôt généraux sur des principes que toute entreprise peut utiliser pour guider sa stratégie. Donc ce sont par exemple les objectifs de développement durable des Nations Unies, il y a le Global Compact aussi des Nations Unies, il y a les principes pour l'investissement responsable aussi des Nations Unies, et puis il y a le guide de l'OCDE sur les responsabilités des multinationales. Donc ce sont des principes qui sont largement conçus par des organisations internationales et qui ont vocation de servir de guide, de principes directeurs pour la construction des objectifs et des stratégies de durabilité des entreprises. Ils sont volontaires pour la plupart, même si pour certains, comme ils sont au niveau national, il y a les pays qui peuvent s'engager à respecter ces normes. Certains des pays doivent aussi soumettre des rapports annuels sur quels moyens ils mettent en œuvre pour atteindre ces normes, mais au niveau des entreprises, c'est vrai que c'est volontaire. Ensuite, vous avez des référentiels de reporting. Donc là, ce sont des organismes qui ont publié des normes sur comment structurer une bonne démarche de reporting sur les performances environnementales, sociales et gouvernance des entreprises. Vous avez les référentiels qui sont considérés comme volontaires. Le plus ancien d'entre eux, c'est le GRI, donc le GRI, le Global Reporting Initiative, qui existe depuis l'année 2000 et qui est aujourd'hui le référentiel le plus largement utilisé dans le monde. Ensuite, vous avez d'autres qui ont vu le jour, donc l'ISSP, qui est une organisation internationale issue de l'IFRS, qui a été responsable des normes comptables et qui a aussi publié des normes de durabilité, aujourd'hui que deux, donc sur des normes généraux et sur le climat. Bon, je ne vais pas parcourir tous ces normes-là, mais à savoir qu'il y a aussi un certain nombre de référentiels qui sont réglementaires, et c'est là où la CSRD rentre en jeu. D'accord ? Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des seuls cadres de reporting qui est réglementaire. Les pays peuvent mandater d'autres normes, comme l'ISSB, par exemple, qui pourraient devenir obligatoires si le pays le souhaite, mais ça reste du volontariat et chaque pays doit définir si oui ou non elle va mandater l'obligation de ces normes. Mais aujourd'hui, le seul qui est légal, c'est la CSRD au niveau européen. Ensuite, vous avez les systèmes de management, donc les normes ISO qui sont les plus largement reconnues. Et là, il faut aussi distinguer entre les normes ISO, par exemple, qui sont certifiantes et celles qui sont non certifiantes. Donc aujourd'hui, la majorité sont certifiantes, 14 000 par exemple sur l'environnement, 9 000 sur la qualité, 45 000 sur la santé et la sécurité, 26 000 sur la responsabilité sociale des entreprises est une norme non certifiante. Et ensuite, en dernier lieu, vous avez les référentiels d'évaluation. Donc, les référentiels d'évaluation, ce sont des organismes, là, qui, proprement dit, vont émettre une opinion sur la qualité de votre stratégie de durabilité et sur votre performance. Donc, cette opinion peut être soit sous forme d'une notation, donc c'est le cas d'EcoVadis, par exemple, ou du CDP. Donc, CDP, c'est le Carbon Disclosure Project, qui émet une opinion sur vos plans de transition et sur vos émissions de gaz à effet de serre. Ou bien ça peut être sous forme d'un label, donc un label par exemple B Corp ou bien les labels Lucie, voilà, qui sont un gage de responsabilité sociale d'une entreprise. Mais ce ne sont pas des notations, c'est simplement un label. Voilà, si jamais il y a des questions sur ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions. On y viendra à la fin de la présentation. Il y en a quelques-unes. Il y en a aussi une en particulier, juste pour revenir sur les entreprises éligibles à la CSRD en 2024-2025. Oui. Quels sont les profils types des entreprises? C'est ça la question. Alors, les entreprises qui sont soumises, qui rentrent dans le cadre de la CSRD, ce sont les entreprises, ce qu'on appelle les grandes entreprises, au sens de la directive européenne, c'est-à-dire les entreprises qui doivent remplir 2 des 3 critères. Donc, elles doivent avoir soit plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 25 millions d'euros de bilan. Donc, 2 de ces 3 critères doivent être remplis pour être considérées une grande entreprise. Ensuite, toutes les PME, petites et moyennes entreprises, qui sont cotées, rentrent aussi dans le périmètre d'application de la CSRD. Et finalement, les entreprises non européennes qui ont une activité significative en Europe ont aussi l'obligation
de répondre à la CSRD. Donc, par activité significative, on entend d'avoir une grande filiale ou succursale en Europe, et elle doit faire plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives. Voilà. Donc, dans ce panorama, quelle est la place de la CSRD? Donc, je rappelle, la CSRD est une réglementation légale, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui rentrent dans ce périmètre d'application doivent publier leur rapport. La CSRD, elle est aussi européenne, c'est-à-dire qu'elle s'est construite autour des objectifs et des textes législatifs européens relatifs à la durabilité. C'est-à-dire qu'elle porte en elle l'ambition de l'Europe en termes de transition durable, en termes d'objectifs sur le climat. Et vous allez voir, il y a partout, il y a des références sur des textes relatifs à la pollution, relatifs au droit du travail, relatifs à la corruption. Donc tout ça a été intégré dans la CSRD. Donc la CSRD, elle est en quelque sorte, on peut penser qu'elle est un peu fédérateur. Elle fédère, elle rassemble tous les différents textes qu'il peut y avoir autour de ces enjeux de durabilité. Ensuite, la CSRD vise à apporter plus de transparence, précision et comparabilité. Donc ça, c'est un point différenciant de la CSRD par rapport à son prédécesseur, la NFRD ou bien la DPEF chez nous en France. Et puis, dernier point, la CSRD a été conçue pour être interopérable avec avec un nombre référentiel qu'on a parcouru ici. Donc là, on va en parler de quelques-uns durant cette présentation. Donc, je vais notamment vous présenter le GRI, qui est, donc, comme je vous expliquais, le référentiel qui a été le plus largement utilisé, les normes ISO, et puis on va faire un zoom sur EcoVadis ensuite. Donc, interopérable par conception. Donc, la CSRD, elle se base et elle s'appuie sur tous ces textes-là qui ont vu le jour avant elle. Donc, dans nombreuses sections de la CSRD, vous allez voir qu'on fait référence aux objectifs de développement durable, aux normes ISO. Vous allez voir qu'on fait référence aussi beaucoup aux normes de l'OCDE sur la conduite responsable des affaires. Donc, il y a cet alignement qui a été conçu dès la base et ça a vraiment été l'objectif dès la conception de la CSRD de rassembler tous ces différents référentiels dans une norme de reporting. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que la CSRD, c'est peut-être une brique en plus dans ce panorama, mais dans la façon avec laquelle c'était conçu, c'est justement pour alléger la charge de travail de reporting que ça a été conçu parce qu'elle s'appuie sur tous ces référentiels qui existent déjà. Et d'ailleurs, là, je vous mets donc, il y a quelques exemples tirés des normes où il s'appuie, par exemple, sur les normes ISO. Donc, le premier exemple là, c'est par exemple dans la norme sur le climat, où ils font référence au TCFD. Donc, le TCFD, c'est une norme sur le reporting des émissions climatiques. Ils font aussi référence à la norme ISO 14091, par exemple. Voilà, donc ce sont des guides sur lesquels les utilisateurs, ou bien sûr les entreprises qui devront reporter leurs performances, sur lesquels ils pourront s'appuyer. Et souvent sur ces textes, il y a des informations supplémentaires qui peuvent aider les entreprises à mieux reporter sur ces sujets. Un autre exemple, c'est sur E4, donc E4 sur la biodiversité, qui fait référence plus spécifiquement à certains objectifs de développement durable. Et important de préciser aussi en ce qui concerne certaines de ces normes de reporting et aussi certaines évaluations, certains systèmes d'évaluation, c'est qu'il y a des guides d'interopérabilité qui ont été publiés. C'est-à-dire l'EFRAG qui a été mandaté donc, pour la rédaction des normes de SRS, s'est beaucoup rapproché des organismes qui publient les autres normes pour voir quels sont les ponts qui peuvent se faire pour ne pas avoir une double charge de reporting de la part des entreprises. D'accord ? Donc moi, je vous encourage vraiment à regarder ces guides d'interopérabilité. Ils peuvent être très utiles si, par exemple, vous avez déjà reporté en accord avec le GRI et vous allez transitionner maintenant aux ESRS. Pareil, par exemple, si vous avez déjà reporté suivant d'autres normes, le TNFD, et vous voulez aussi transitionner aux ESRS. Une chose à faire attention, par exemple, sur ces guides d'interopérabilité, par contre, c'est de bien faire attention à la direction de l'alignement. Par exemple, sur le GRI, c'est
Vous pouvez voir que si vous avez déjà fait du GRI, comment vous pouvez transposer ça en ESRS, mais vous n'avez pas la direction dans le sens inverse. D'accord. Donc, faire attention quand même à la direction de l'analyse dans ces guides d'interopérabilité. Et juste un point sur le guide d'interopérabilité avec le CDP. Donc, ça, c'est tout récent. Ça a été publié la semaine dernière. Le guide lui-même n'a pas été publié encore. Ce qui a été publié, c'est une déclaration d'entente entre les deux et une reconnaissance qu'il y a beaucoup de similitudes entre le référentiel CDP et la norme sur le climat. D'accord, donc on parle bien du CDP climat et non pas la partie, les questionnaires CDP sur l'eau et la déforestation. Voilà, sur le reporting GRI, donc je vais balayer rapidement sur ça, mais vous pouvez voir, ça a été conçu de façon très similaire aux ESRS, c'est-à-dire que vous avez les normes transverses, qui sont très similaires à ce qui est attendu dans les ESRS 1 et 2, notamment sur la partie analyse de matérialité et engagement des parties prenantes. Vous avez les normes sectorielles, et puis vous avez les normes thématiques. Voilà, et là aussi, on a une structure très similaire, c'est-à-dire tout ce qui est les GRI 200, ça se rapporte avec l'ESRS 2 ou la gouvernance, les GRI 300 sur l'environnement et les GRI 400 sur le social. Donc, je dis en général parce qu'il se peut y avoir des différences, mais en général, le gros du sujet est là. Pour ceux qui sont déjà avancés sur le reporting selon le GRI, comment est-ce que vous pouvez maintenant basculer sur les ESRS ? La première chose à reconnaître, c'est que le GRI a une conception de la matérialité qui est uniquement centrée sur la matérialité d'impact et non pas la matérialité financière. Donc, si vous allez après prendre ce que vous avez fait pour le GRI, le transposer pour les ESRS, il faudrait que vous ajoutez la dimension financière de votre analyse de matérialité pour vraiment transposer ça en une double matérialité. D'accord. À noter que le GRI aussi aborde des thèmes qui ne sont pas toujours couverts dans certains ESRS ou bien qui peuvent être plus développés dans le GRI. D'accord. Donc ça, par exemple, ce sont des thèmes sur la pratique anticoncurrentielle ou bien la fiscalité. Donc ce ne sont pas des enjeux qui sont précisés en tant que tels dans les ESRS, même si ce sont des enjeux matériels pour vous, vous avez toujours l'obligation de les reporter comme étant spécifiques à votre entité. D'accord. Et si c'est le cas, comme il n'y a pas de normes bien précises là-dessus dans les ESRS, vous pouvez vous référer au GRI pour vous apporter des exemples de reporting. Par exemple, quels indicateurs types vous pouvez reporter sur ces sujets-là. Okay. Troisième point, dans le GRI, des fois, vous pouvez trouver sur certains enjeux des indicateurs qui sont plus précis ou bien qui sont précisés alors que vous avez plus de la flexibilité dans les ESRS. Par exemple, sur le sujet des communautés affectées ou bien sur les consommateurs et les utilisateurs finaux. Dans les ESRS, c'est surtout exiger un narratif descriptif sur comment vous gérez ces impacts et quels objectifs vous mettez en place. Mais dans le GRI, vous avez des indicateurs quantitatifs. Donc, pareil, si vous vous posez la question, par exemple, sur comment est-ce que vous pouvez identifier des indicateurs pour mesurer vos actions sur ces enjeux-là, le GRI peut être une source utile. Et puis, dernier point, toutes les entités qui vont établir des rapports dans le cadre de l'ESRS seront considérées comme établies en référence aux normes de la GRI. Donc, comme ça, une entreprise n'a pas besoin de reporter à nouveau, mais les rapports sont considérés automatiquement en référence aux normes GRI. D'accord. Sur les ISO, donc pour les entreprises qui ont pu mettre en place des systèmes ISO, vous allez reconnaître le schéma là à droite. Donc les systèmes de management suivent une structure type où on vous demande de mettre en place des procédures sur la planification, sur l'identification des risques, sur la mise en place des actions, sur l'évaluation et l'amélioration continue. C'est exactement ces mêmes étapes-là qui seront exigées dans votre reporting ESRS. Donc, si vous avez mis en place des processus de management ISO, il ne faut pas oublier aussi qu'elles sont auditées chez ISO pour les ISO certifiantes. Vous êtes déjà très bien placé pour pouvoir répondre aux obligations ESRS sur ces thématiques-là. Aussi, les normes ISO vous donnent des outils pour améliorer la qualité et la cohérence de la donnée, en plus.
hein, et dans certains cas, elles peuvent aussi vous permettre d'aller plus loin sur le management de certains sujets. Par exemple, l'ISO 26000 sur la responsabilité sociale des entreprises peut vous donner des informations supplémentaires sur comment identifier vos parties prenantes, comment les engager. Il y a aussi une description sur les groupes vulnérables aussi, qui est particulièrement utile. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces systèmes-là comme complémentaires pour vous apporter une manière de creuser les sujets, les enjeux qui auraient été identifiés comme matériels dans votre analyse de matérialité. Ces systèmes de management peuvent vraiment vous servir d'appui pour creuser et aller davantage plus loin dans la gestion de vos impacts et de vos risques. Voilà, maintenant, on va aller sur EcoVadis, donc un système de notation que beaucoup d'entreprises suivent, notamment toutes entreprises de toute taille, hein, donc les grandes entreprises comme les petites et moyennes entreprises. Les questions qu'on reçoit très souvent c'est comment pouvoir allier l'évaluation, la notation sur EcoVadis avec les exigences de reporting selon les ESRS. Et comment surtout allier les deux pour capitaliser sur les points de chacun, les forces de chacun. Alors, premièrement, il faut qu'on précise qu'il y a 2 services proposés par EcoVadis. Donc, vous pouvez soit faire évaluer votre propre entreprise, donc ça c'est celui qui est le plus souvent utilisé, mais aussi vous avez l'option de faire évaluer votre chaîne d'approvisionnement. Et peut-être certains d'entre vous ont reçu ces demandes d'ailleurs de la part de vos clients qui ont effectivement demandé effectuer ce service auprès d'EcoVadis. Donc vous pouvez vous faire évaluer vous-même, mais aussi votre chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où ça peut être intéressant pour pouvoir répondre aux ESRS, parce que je rappelle, les ESRS, vous avez une obligation de reporting non pas seulement sur vos opérations propres, mais aussi sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. C'est-à-dire que vous avez l'obligation d'identifier les impacts environnementaux, sociaux et gouvernance qui peuvent avoir lieu en amont comme en aval. Okay. Donc, si on voulait essayer de comparer les deux et comment l'un peut servir l'autre, il faut rappeler avant tout que EcoVadis est une évaluation volontaire pour commencer. Donc, c'est vraiment à l'initiative des entreprises de vous faire évaluer, vos pratiques de durabilité. Alors que la CSRD, on l'a dit, c'est une obligation légale de reporting pour les entreprises qui rentreraient dans son périmètre d'application. Pour EcoVadis, en termes de périmètre, vous aviez la possibilité de faire évaluer un seul site. D'accord, ou bien une seule entité de votre groupe. En revanche, pour les CSRD, le périmètre se fait sur le même que celui des comptes consolidés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un rapport uniquement sur une entité de votre groupe, vous avez l'obligation de le faire sur le même périmètre que vos comptes consolidés, donc pour les groupes, c'est-à-dire à l'échelle du groupe. En termes de thématiques et d'enjeux, donc les enjeux sont déterminés par l'analyse de matérialité dans la CSRD, de double matérialité dans la CSRD. Dans EcoVadis, vous avez un questionnaire qui définit sur quelles questions vous devez répondre, et ce questionnaire dépend de votre secteur d'activité, c'est-à-dire qu'il y a implicitement une réflexion autour de la matérialité qui a été faite en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de votre taille, et qui va déterminer les questions ou bien les enjeux qui seront considérés comme matériels pour vous. En termes de thèmes, donc ils sont plus ou moins, j'ai envie de dire, alignés, mais ils sont structurés différemment. Donc vous avez 21 thèmes chez EcoVadis, structurés en 4 piliers, donc environnement, social, éthique et les achats responsables. Et vous avez 10 thèmes pour la CSRD, structurés dans les 3 piliers, environnement, social et gouvernance. En termes de chaîne de valeur, donc on l'a dit, la CSRD, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur, donc ce qui se passe en amont, votre chaîne d'approvisionnement, mais aussi toutes vos relations d'affaires, c'est-à-dire vos sous-traitants, vos partenaires, et vous avez aussi la chaîne aval, donc le consommateur final. Alors que EcoVadis se concentre beaucoup sur la chaîne d'approvisionnement et ce que vous faites au niveau de vos fournisseurs. D'accord ? En termes de structure des informations, c'est similaire, c'est-à-dire que vous devez reporter sur vos politiques, vos actions, vos objectifs, vos indicateurs. Et puis, on rappelle toujours la CSRD, une assurance externe par un organisme tiers indépendant ou un CAC est obligatoire. Pour EcoVadis, la vérification se fait au niveau des analystes qui vérifient la cohérence de ce qui a été fourni, mais bien sûr ne vont pas rentrer autant dans le détail que le ferait
un CAC OTI pour la conformité réglementaire aux normes ESRS. Je vais balayer ça rapidement parce que je vois que le temps passe, mais juste voilà, pour vous dire que la grande majorité des thèmes sont communs entre CSRD et EcoVadis, mais c'est un des points forts que vous pouvez utiliser pour allier les deux. C'est vraiment, n'hésitez pas à voir quand l'un des sujets ou l'autre est traité, par exemple plus spécifiquement chez EcoVadis pour pouvoir enseigner par exemple votre reporting selon les ESRS. Et comment allier les deux? Alors, ce que vous pouvez faire, déjà, l'évaluation EcoVadis pour ceux qui l'ont fait, vous met déjà dans une très bonne position pour pouvoir répondre aux obligations de la CSRD. Donc, comme vous l'avez vu, les thèmes sont similaires, la structure du reporting est similaire, donc vous êtes vraiment en très bonne position pour pouvoir répondre. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la CSRD, eh bien, vous êtes dans une meilleure position pour avoir une bonne notation chez EcoVadis. Pour ceux qui ont choisi de faire évaluer leurs fournisseurs, eh bien, vous avez aussi accès aux résultats de vos fournisseurs et donc vous pouvez mieux appréhender leurs impacts environnementaux et sociaux. Donc, c'est-à-dire répondre à l'obligation d'identifier vos impacts sur votre chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez tirer parti de l'un ou dans l'autre aussi, lorsqu'il y a un enjeu qui est plus développé chez EcoVadis ou chez les ESRS pour améliorer votre manière de répondre à l'un ou à l'autre. Vous pouvez aussi utiliser EcoVadis pour promouvoir spécifiquement les démarches d'une site ou d'une filiale, ce que vous ne pouvez pas faire dans un rapport CSRD parce que tout va être mélangé dedans, consolidé au niveau du groupe. Et puis finalement, vous pouvez vous faire évaluer CSRD. L'EcoVadis va vraiment vous créer une démarche d'amélioration continue qui va vous permettre d'identifier les actions pour mettre en place et pour toujours vous permettre d'avoir une meilleure notation. Donc, vous vraiment encourager cette démarche d'amélioration continue, bien plus que la CSRD. Même si la CSRD se veut un outil de pilotage, les actions sont précisées dans EcoVadis et ça peut vraiment vous donner des billes sur quelle action mettre en œuvre pour mieux répondre à tel enjeu. Voilà. Et maintenant, pour plus de concret, je passe la parole à Marie, qui va vous expliquer concrètement ce qu'elles ont tiré chez Sonepar. Bonjour. Marie, je te laisse te présenter. On a eu beaucoup de questions, donc on va essayer d'y répondre un peu plus tard. Des questions spécifiques sur la différence entre notation et label. Donc, effectivement, quelques questions aussi par rapport au statut de société à mission. J'ai vu une question passer là-dessus. Donc, on essaiera de garder 5-10 minutes à la fin, après ton retour d'expérience, Marie. Donc, Marie, peux-tu nous présenter et nous présenter le groupe Sonepar? Oui, je suis Marie Stoffeneger, je suis Sustainability Impact Manager chez Sonepar et du coup, je fais partie de l'équipe environnement qui a récemment évolué vers une équipe Sustainability qui comprend tout l'ESG. Et pour parler du groupe Sonepar, c'est un groupe familial indépendant qui est leader mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique, des solutions et des services qui vont avec. Et il y a 45 000 collaborateurs qui sont répartis dans 40 pays et 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, pour le groupe. Super. Et il y a des axes majeurs pour le groupe? Oui, du coup, on a organisé l'engagement RSE du groupe autour de 3 axes majeurs qui sont la gouvernance et l'intégrité, le capital social et sociétal et l'environnement. Bon, super. Et qu'avez-vous mis en place au niveau de la RSE justement et du reporting? Quels sont les premiers steps du groupe? Alors, on a fait notre premier bilan carbone en 2019, qui a été validé en 2022 par la SBTi. On a fait un premier rapport RSE en 2022 et notre première évaluation EcoVadis en 2022. Super. Et aujourd'hui, vous avez un département RSE. Comment ça s'organise au niveau fonctionnel? Alors, récemment, il y a eu une réorganisation des équipes sur le développement durable parce que Sonepar a vraiment pris la mesure de l'enjeu qu'il y avait sur ces sujets. Donc maintenant, la sustainability est portée
par le pilier RH, par une équipe RH qui coordonne du coup une task force transverse avec les équipes RH, environnement, légal et aussi la finance. Et à l'intérieur de ça, du coup, chaque fonction a un comité international qui représente du coup un pays ou une compagnie opérationnelle. Parce que Sonepar est un groupe très décentralisé. Les organisations locales, elles ont beaucoup d'autonomie, notamment par exemple sur la mise en place des actions pour décarboner le groupe. Donc, tous ces pays sont représentés par des leaders en local qui vont aider à mettre en place les actions et à faire le reporting. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes? En tout sur la sustainability? Oui. Alors sur la partie environnement, il y a à peu près 25 personnes dans le comité, par exemple. Et c'est à peu près le format de chaque fonction. Donc ça va être pareil sur la RH et le légal. Et aujourd'hui, quel est si on peut parler du thème d'aujourd'hui par rapport au référentiel, quel est le parcours de Sonepar avec cette évaluation EcoVadis? Du coup, on a fait une première évaluation EcoVadis en 2022 parce qu'on avait des demandes de la part des clients. Et du coup, on a donc l'évaluation qui est faite au niveau du groupe et après, on a 14 pays ou filiales qui font leur propre évaluation en local pour répondre à des demandes spécifiques clients. Donc, en 2022, au niveau du groupe, on a commencé sans médaille. L'année dernière, en 2023, on a une médaille de bronze. Et en 2024, on vient d'avoir une médaille d'or. Donc, un parcours de progression, en fait, finalement. Comment ça a été vécu par l'entreprise, ce parcours sur ces 3 dernières années? C'était aussi l'objectif de vraiment s'améliorer en termes de reporting et communication de ce qu'on faisait sur la partie sustainability. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent et qu'on a vraiment poussé cette démarche d'amélioration continue grâce à EcoVadis et grâce à aussi l'accompagnement du coup depuis 2 ans avec Entreprises Engagées. Bah, c'est aussi un travail que vous avez fourni, un travail d'équipe, donc et puis une volonté au niveau du groupe. Donc ça c'est effectivement transformé en un résultat d'amélioration continue. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment cette réponse à ce questionnaire EcoVadis, qui est donc un questionnaire annuel, a permis d'aller vers le reporting CSRD et de mettre en évidence des axes d'amélioration pour vous? Ouais, ce qui était important avec EcoVadis, en fait, c'est vraiment de mettre en place cette démarche d'amélioration continue et de travailler sur les axes d'amélioration suite aux résultats du questionnaire. Donc, ça nous a permis de mettre en évidence plusieurs axes, notamment sur la couverture de nos politiques, de nos actions, puisque en tant que groupe, il faut s'assurer que quand on déclare dans EcoVadis nos actions, elles recoupent bien au minimum 80% du groupe et de s'améliorer aussi sur la partie reporting et suivi de nos KPI. Donc, ça nous a permis d'initier pas mal de chantiers sur les 4 piliers d'EcoVadis pour améliorer notre évaluation et de prioriser aussi les chantiers à mener en lien avec la CSRD. Voilà. Justement, comment est-ce que comment vous avez utilisé EcoVadis pour être aligné avec la CSRD aujourd'hui? Et ben, par exemple, c'était pas exclusivement pour la CSRD, mais grâce à notre expérience et à ce qu'on a initié sur EcoVadis, on a amélioré les politiques. On a notamment publié une politique environnement l'année dernière pour formaliser tout ça qui était déjà dans le rapport RSE, mais vraiment avoir une politique dédiée. On est aussi en train de mettre en place un outil de reporting dédié pour pouvoir gérer le fait qu'il y ait beaucoup plus de KPI à reporter et d'harmoniser tout ça aussi au niveau du groupe. Donc, c'est 2 choses principales déjà d'avancer et de s'améliorer cette année déjà sur EcoVadis.
et de Donc, préparer la CSRD. D'ailleurs, ouais. je n'ai pas précisé sur laquelle nous devons reporter en 2026 sur les datas 2025. Ouais. Justement, il y avait une question sur les KPI. Aujourd'hui, donc vous avez décidé de vous doter d'un outil. Vous avez choisi votre outil. C'est une démarche volontaire. Pourquoi vous l'avez fait un peu en avance de phase? Oui, parce que justement, il y a énormément de KPI qui sont pas forcément tous nouveaux, mais il y a quand même beaucoup de formalisation et de travail sur la qualité de données, la collecte avec les pays. Et comme on est un groupe assez important et décentralisé, il faut quand même anticiper beaucoup cette partie de reporting pour pouvoir être à l'heure en 2026. Et il y a une question là pour toi, des exemples de KPI chez Sonepar, si tu pouvais en donner un ou deux. Des exemples de KPI, je dirais déjà sur la partie carbone, tout ce qui est lié au scope 1 et 2, 3, sur la partie qu'on retrouve aussi dans la CSRD, tout ce qui est par exemple consommation d'électricité renouvelable. Donc là, on a des objectifs à 2030 d'avoir 100% d'électricité verte dans le groupe avec au minimum 15% de production propre. C'est des choses qu'on suit et qu'on avait mis en place notamment qu'on a mis dans EcoVadis et qui sont déjà en place du coup pour la CSRD. D'accord. Aujourd'hui, les KPI que vous avez sont très nombreux. C'est ce que tu nous avais partagé précédemment lors d'un échange. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas encore fini tout l'exercice de double matérialité, mais on est sur des centaines de KPI à reporter par rapport à la CSRD. Et justement, par rapport à l'outil, il y a une autre question. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de l'outil? Pourquoi vous avez sélectionné cet outil-là, et en particulier, puisque finalement, c'est adapté à votre besoin et à votre taille d'entreprise et à la collecte des données? C'était surtout la possibilité d'avoir le bilan carbone qui était sur mesure par rapport à ce qu'on faisait déjà pour nous permettre d'avoir notre historique à l'intérieur et de pouvoir suivre l'évolution déjà depuis 2019 de tout ce qu'on avait fait et avoir quelque chose qui était facilement manipulable avec 40 pays dans le groupe et des dizaines d'entités différentes. Et justement, là, j'ai une autre question pour toi, toujours concernant les outils. Quels outils sont utilisés pour évaluer les risques ESG en interne? Est-ce que tu as la question, la réponse? C'est une bonne question. C'est pas moi qui m'occupe de la partie risque, donc je saurais pas répondre à cette question. D'accord. Ok, bon, on essaiera d'y répondre un peu plus tard directement. Donc, je crois que c'est Igouet. Je ne sais pas si on prononce comme ça le prénom. Une autre question. Alors là, c'est facile pour Marie-Hélène. Et c'est plus sur l'actualité en ce moment de la CSRD. Donc, on va peut-être pas aller débattre sur la bonne idée de M. Barnier de vouloir un moratoire. On ne sait pas exactement où est-ce que ça en est. Est-ce que ça a été une communication, une sortie du Premier ministre pour répondre à des lobbies sur le sujet que je ne nommerai pas. Mais en tout cas, ça fait débat. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à suivre certains médias que l'on connaît tous ici et qui couvrent ce type d'actualité pour voir un peu comment ça aboutit. Mais moi, je pense que c'est plutôt une sortie de communication, je l'espère. Une autre question, je pense que j'avais pour BPI, donc pour toi Stéphanie, sur des accompagnements qui pourraient être proposés à des startups pour développer des indicateurs.
RSE et notamment pour obtenir un label? Alors, on ne subventionne jamais la labellisation. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place et à disposition principalement des startups, TPE, PME et petites ETI. Donc, la direction de l'accompagnement propose des choses qui peuvent être gratuites, à savoir des autodiagnostics, comme par exemple le climatomètre ou tout un tas de parcours également entièrement disponibles gratuitement et sans limite sur BPI France Université. Et là, ça ne concerne pas que la partie RSE ou transition, mais vraiment, il y a toutes les thématiques juridiques, commerciales. Donc vraiment, c'est un puits d'information avec des webinaires, des parcours, etc. Il y a même un parcours RSE qui est à disposition gratuitement. Et ensuite, il y a, pour se structurer, mais là, on va répondre vraiment par briques. C'est le diag écoflux, le diag décarbonation, et tous ces diagnostics sont subventionnés par l'ADEME notamment. Et il y a les missions de conseil. Là, Fatima, tu peux aussi en dire un mot puisque tu es référencée. Donc, il y a des missions de conseil RSE où là, l'objectif est de définir avec un consultant une ambition globale RSE pour la traduire en engagement et en plan d'action. Donc là, c'est vraiment très structurant pour l'entreprise. Et puis, il y a également les VTE verts qui permettent de recruter un jeune talent pour amorcer ou accélérer la transition environnementale qui est à disposition. Donc là, c'est tout un tas de choses proposées par la direction d'accompagnement et ça va jusqu'aux accélérateurs. Donc là, ce sont des programmes les plus complets qui incluent vraiment 3 volets, du conseil, des formations collectives avec une grande et puis la mise en réseau avec des pairs. Et ça, c'est vraiment la partie accélération. Donc, vous voyez, plusieurs types de choses sont proposées. Et puis après, sur le volet financement, il y a également des prêts sans garantie qui sont proposés par la direction du financement. Ok, merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait prendre là? Je vais regarder. Donc, il y a aussi des questions dans le chat, donc j'essaye de basculer de l'un à l'autre. Peut-être, moi, j'ai vu quelques questions sur la différence entre un label, une notation, peut-être pour clarifier ça. Une notation, une évaluation de notation, c'est une notation qui aboutit sur un chiffre, une recommandation, et qui vous permet donc de vous améliorer, vous pouvez vous repostuler d'année en année, vous pouvez vous augmenter votre notation, d'accord? Une certification, elle peut être basée sur une notation, parce que j'ai vu une autre question là sur le 4 B Corp par exemple, mais au final, vous êtes certifié dès lors que vous passez un seuil. C'est-à-dire dans le 4 B Corp par exemple, j'ai oublié, je pense c'est 81 sur 200 que vous devez avoir, mais vous allez être certifié que vous soyez à 80 sur 200 ou 100 sur 200 ou 150 sur 200, vous êtes toujours certifié. D'accord? Donc, c'est une certification, c'est comme un tampon, voilà, comme quoi ils ont évalué vos pratiques. Alors que dans certaines notations, comme EcoVadis, voilà, vous avez des échelles d'évaluation en fonction de votre performance. Et si on a des recommandations sur le choix des organismes de labellisation ou autres, en fait, vraiment tout dépend de ce que vous. C'est pas tellement le label ou la notation qui est importante, c'est vraiment ce que vous en faites. L'objectif derrière tout ça, c'est vraiment d'engager une démarche d'amélioration continue. Même si c'est un label, l'idée derrière, c'est que vous continuez à progresser pour aller plus loin dans votre durabilité, dans votre engagement de durabilité. Alors pourquoi EcoVadis? Est-ce qu'il s'agit d'un choix pour une reconnaissance internationale? Alors pourquoi EcoVadis? Parce qu'en fait aujourd'hui il y a plus de 135 000 entreprises évaluées par EcoVadis. Donc EcoVadis, pour rappel, c'est une entreprise française qui a monté ce système d'évaluation annuel et qui au départ était au tout début d'EcoVadis, pour une petite histoire, ils étaient sur les achats responsables. Donc, ça a commencé comme ça et ensuite, ils ont mis des piliers complémentaires à côté des achats responsables pour aller dans une logique RSE
et pouvoir évaluer les entreprises sur leur maturité, leur performance, leur système de management RSE. Donc, c'est pas forcément exhaustif comme d'autres, mais ça permet quand même à une entreprise de démarrer sur des sujets de RSE. La marche est moins haute que d'aller sur un label, une certification qui demande beaucoup plus d'efforts de la part de l'entreprise. Donc, c'est une revue documentaire, Ecovadis, les auditeurs d'Ecovadis évaluent l'entreprise sur des éléments de preuve et sur les réponses données par l'entreprise. Donc, l'entreprise est censée être transparente sur ses pratiques et les actions qu'elle mène et la manière dont elle souhaite mener un certain nombre de chantiers à court, moyen, long terme. Il y a une logique annuelle, donc il faut repostuler chaque année pour justement voir si l'entreprise améliore ses pratiques. Les acheteurs des grands groupes sont très, très, très friands de cette notation parce que c'est facile, parce qu'il y a un système qui se met en place de partage de données très facilement et la logique, c'est d'aller remonter toute la chaîne de valeur et de faire évaluer l'ensemble des fournisseurs des grandes entreprises, d'où le succès d'Ecovadis. Donc, pour son modèle économique, c'est un gros succès. Pour les fournisseurs, c'est peut-être moins évident, puisqu'en fonction de la maturité, de la taille de l'entreprise, ça peut être assez complexe de répondre à ce type de questionnaire. Mais il faut y voir une opportunité, justement, d'améliorer ses pratiques, de valoriser ce que l'entreprise fait et comment elle le fait. Et donc, comme je vous disais, c'est une première marche intéressante pour aller vers la formalisation d'une stratégie RSE, même si ça ne fait pas tout. Alors, le coût d'Ecovadis, ça dépend de la taille de l'entreprise. On a plusieurs catégories. Ça démarre à XS pour les entreprises de moins de 20 salariés de mémoire. Et ensuite, on a taille S, M et taille L pour les grandes entreprises de plus de 1000 salariés. Donc, vous avez un coût qui correspond à des frais d'abonnement annuels et qui permet en fait de financer le système, donc le questionnaire, l'auditeur qui est derrière, etc. La taille S, alors de mémoire, je crois que c'est autour de, je ne sais pas si tu as un chiffre en tête. Ouais, bon, c'est bon, Solène a copié-collé, mais il me semble que le coût, c'est autour de entre 500 et 900 euros. Mais il vaut mieux voir sur le site précisément puisqu'ils ont des prix en fonction de l'engagement, si c'est sur 1 an, sur 3 ans, du package, si vous incluez la communication ou pas, pour partager avec vos propres parties prenantes. Donc, il est 11h59 déjà. On n'a pas pu forcément prendre toutes les questions. Par contre, on a vu qu'il y avait plusieurs demandes pour avoir la présentation. Donc, on va essayer de partager cette présentation à l'issue de ce webinaire. Et également, ce qu'on voulait faire, c'est vous partager un livre blanc qu'on a écrit très récemment, en octobre, qui a été publié dans le cadre du Salon Pro Durable. Donc, ce livre blanc, il fait le matching entre CSRD et Ecovadis. Ça vous permet d'avoir des billes concrètes sur la manière dont, effectivement, vous pouvez capitaliser quand vous faites l'évaluation Ecovadis pour aller vers une démarche de mise en conformité CSRD obligatoire ou volontaire selon le profil de l'entreprise. Voilà, je vous laisse télécharger, vous avez le petit QR code qui s'affiche. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous le souhaitez. Juste une petite précision, entreprise engagée, on est un cabinet de conseil RSE. Nous ne sommes pas un réseau d'entreprises, donc ça peut porter à confusion, mais notre objectif, c'est justement de permettre à nos entreprises, à nos clients de partager des bonnes pratiques et aussi d'aller vers une démarche de durabilité pour le bien de tous. Voilà, je remercie infiniment toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire, puisqu'il y a quelques personnes en back-office qui ont œuvré. Je remercie infiniment BPI France, Stéphanie et toute son équipe. Et puis, merci à Marie, merci à Marie-Hélène. Je n'ai pas fait la confusion entre Marie et Marie-Hélène, c'est un peu ma crainte. Merci à tous, je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.
Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.